Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle saison des webinaires Orientation Ose les métiers de l'industrie du futur. Alors, je me présente, je suis donc Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Alors, l'IMT, c'est un groupe de 8 grandes écoles, 7 écoles d'ingénieurs, une business school, et nous formons 13 000 étudiants chaque année donc au métier d'ingénieur. Et nous avons aussi un réseau d'une dizaine d'écoles partenaires réparties sur toute la France. J'en profite déjà pour remercier l'IMT pour la poursuite de ces webinaires orientation sur ces 7 prochains mois qui vont nous conduire donc, au sein de plusieurs entreprises de toute taille pour rencontrer les chefs d'entreprise, leurs collaboratrices, leurs collaborateurs, en savoir plus sur quel type d'activité ils conduisent au sein de leurs usines, de leurs ateliers, mieux connaître également les différents secteurs de l'industrie et également les besoins en compétences recherchées. Vous connaissez peut-être déjà le programme pour ceux et celles qui nous suivent depuis presque 2 ans. Avant toute chose, je vous présente déjà un petit sondage pour mieux vous connaître. Voilà, que je lance et je vous donne juste un petit peu le temps d'y répondre. Et je voulais également vous rappeler que ces webinaires orientation sont une déclinaison du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, hébergé sur la plateforme FunMOOC, qui en est à sa 5e session, qui va être remis en ligne le 2 octobre prochain. Et les inscriptions sont ouvertes d'ores et déjà aujourd'hui. Donc je vous donne aussi dans l'espace de discussion le petit lien. Voilà, comme ça, vous pourrez donc vous inscrire pour en savoir un petit peu plus sur les métiers de l'industrie, avec toutes les fonctions clés que vous connaissez peut-être ou que vous découvrirez, la recherche, la conception, la production, la maintenance, la supply chain, mais aussi le management et le big data. Alors, pour en revenir à notre premier webinaire de cette nouvelle saison, j'ai donc le plaisir d'être à Tinques aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, dans une TPE, voilà, pour mettre la lumière aussi sur ce type d'entreprise qui n'est pas souvent mis en lumière, mais qui pourtant est une grande richesse dans tous les territoires. Donc là, nous sommes aujourd'hui chez Elanplast, donc une entreprise qui est spécialisée particulièrement sur tout ce qui est impression 3D. Donc impression 3D qu'on appelle aussi fabrication additive et qui est une nouvelle technologie qui permet de pouvoir créer des objets par superposition de différentes couches, que ce soit matière plastique, métal pour faire simple, mais il y a une panoplie de matériaux qui sont utilisés et qui répondent à différents usages dans différents secteurs industriels, l'aérospatial, tous les secteurs finalement, jusqu'à la médecine, on utilise les applications donc par la fabrication additive et l'impression 3D. Alors, sans tarder, je vous donne les grandes lignes un petit peu de ce programme. Nous allons dans un premier temps avoir un grand temps d'échange avec nos différents invités qui vont un petit peu se présenter à vous, qui vont également parler de leur parcours, de leur activité professionnelle également, de manière à pouvoir aussi vous inspirer. Et vous aurez ensuite une petite séquence donc réservée à l'ONICEP concernant toutes les voies d'accès qui conduisent au métier de l'impression 3D et plus généralement des métiers vers l'industrie. Et ensuite, pour finir ce webinaire, nous aurons également un temps d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur l'espace de discussion de ce webinaire. Donc au fur et à mesure que les participants auront à présenter un petit peu leur intervention, nous y répondrons en fin d'émission. Et sans tarder, eh bien, je vais déjà accueillir notre premier invité qui est Arnaud Pommier, qui est donc le gérant d'Elanplast. Alors je te laisse nous rejoindre. Arnaud, je te donne le micro
Et dans un premier temps, bah voilà, je t'invite à te présenter. Quel est ton parcours et comment tu en es arrivé à Elanplast et quelles sont les activités aussi de ton entreprise? Ok, très bien. Donc bonjour à tous. Je suis effectivement Arnaud Pommier. Je suis le gérant d'Elanplast depuis 16 ans maintenant. C'est une société une TPE de 15 personnes qui est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques à usage de l'industrie. Le métier de base de l'entreprise, c'est l'usinage des matières plastiques. Donc, ce sont des métiers dits traditionnels, mais qui sont en pleine évolution. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter avec deux de mes collaborateurs. Qui sont donc le tournage, le fraisage. Et puis, on a toujours, avec mon associé, voulu être dans une démarche de progression et toujours à l'écoute des nouvelles technologies. Et on s'est mis autour de 2014-2015 à s'intéresser à l'impression 3D, jusqu'à effectivement investir et à créer un atelier de toutes pièces pour répondre aux besoins de nos clients industriels. Alors moi, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur mine de Douai, voilà, que j'ai fait il y a de nombreuses années. Ça s'est fait un peu par hasard parce que j'étais très fainéant lorsque j'ai fait mes études. Je ne voulais pas faire d'études. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Après un bac général, bac D à l'époque, je me suis dit il faut que je fasse des études rapides pour pouvoir être sur le marché du travail le plus vite possible. Donc j'ai fait à l'époque un DUT génie mécanique. Là aussi par hasard, je suis parti dans la mécanique. En me disant ça me plaira peut-être. Effectivement, ça m'a plu. Et puis en fin de DUT, j'ai fait un stage dans une grosse société de la région où j'ai vu que finalement, toujours un peu par fainéantise, hein, finalement il y avait plein d'ingénieurs qui avaient toute une équipe de techniciens, je dirais presque à leurs ordres. J'avais l'impression que finalement ils ne faisaient pas grand chose et que c'était les techniciens qui faisaient tout, donc je me suis dit bah il faut être ingénieur, voilà. Donc je suis rentré aux mines de Douai après donc mon bac plus 2. Voilà, voilà. Et puis j'ai eu la chance de faire mes études d'ingénieur par apprentissage, donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Ouais. Je pense que tu en reparleras un petit peu plus tard. Et dans une société du médical qui m'a ensuite, au bout des 3 ans, embauché. J'ai fait une douzaine d'années chez eux et puis suite à plein de péripéties qui font partie de la vie de l'entreprise, j'ai été mis un peu au placard, j'avais l'impression de plus évoluer et effectivement à ce moment-là, avec mon associé Laurent, qui était un de mes collègues. On s'est dit, voilà, il faut partir, il faut se bouger et on va voler de nos propres ailes. Et donc on a effectivement repris cette activité Elanplast, qui était l'activité d'un artisan qui travaillait tout seul au fond d'un garage, et puis on a fait évoluer comme on l'entendait et comme on a pu aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est effectivement 15 collaborateurs au sein de l'entreprise et on travaille voilà, principalement dans la région parce qu'on est nordiste et que ça va très bien comme ça. Bon, alors pour quelqu'un qui n'avait pas envie de travailler, reprendre l'activité effectivement d'une entreprise, c'est pas de tout repos non plus, j'imagine? Non, non, c'est pas de tout Voilà, repos, c'est compliqué. C'est parfois démotivant, mais je pense que la clé du succès, c'est effectivement de faire ce que l'on aime. c'est la base, ouais, c'est clair, Et je pense que quand on fait ce que l'on aime, effectivement, on s'aperçoit pas qu'on travaille, ça devient un plaisir. c'est vrai. Et alors quel type de compétences, particulièrement dans tes recrutements, tu recherches, hein, comme profil, hein, par rapport à tes activités? Alors effectivement, chez nous, on est mécanicien avant tout. Ouais, Donc effectivement, on aime avoir des gens qui ont une connaissance de la mécanique, mais pas que. Et de plus en plus, en fait, ces profils sont en tension.
les formations n'existent plus, le niveau aussi baisse beaucoup dans les centres de formation qu'on peut rencontrer. Et je pense que là aussi, Thierry, qui interviendra tout à l'heure, pourra en parler et voir un peu ce qui est mis en place également pour intéresser les gamins qui sont en formation. Donc nous, de plus en plus, effectivement, on a des soucis de recrutement, que ce soit sur les métiers d'usinage, que ce soit sur les métiers de bureau d'études ou d'impression 3D, qui sont très très liés, hein. Je dirais, finalement, le profil n'est pas très loin, que ce soit l'un ou l'autre. Le profil est à peu près identique et les métiers ont tellement évolué que le travail est à peu près identique, c'est seulement les machines qui sont différentes. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on prend plutôt du savoir-être, du savoir-faire. Il faut effectivement quelques bases, parce qu'on n'est pas non plus, on ne fait pas école, hein. Mais effectivement, on est prêt à prendre tout type de profil et surtout on forme en interne. On essaye de former les gens au fur et à mesure, quand il y a des investissements de nouvelles machines. On essaye aussi de les intéresser à sortir peut-être un peu des sentiers battus sur voilà, sur du travail au niveau de l'assurance qualité, par exemple. Voilà, pour essayer d'impliquer les gens. Mais effectivement, on essaye de former en interne et nos collaborateurs sont les premiers formateurs. Ah ben ça, c'est certain, ouais, tout à fait. Et alors, par rapport à tes activités et on va dire au prochain développement que tu imagines, si tu investis dans des nouvelles machines ou si tu as des clients qui t'amènent à proposer d'autres produits, comment tu vois ta société d'ici 5 ans en termes d'évolution? Alors effectivement, le problème de salariés fait que ça freine beaucoup l'évolution. Bah, Voilà. c'est le cas Alors, aujourd'hui. par contre, on a toujours effectivement cette volonté d'évoluer au niveau technologie. Et donc, on est plutôt à se dire, on consolide les bases, on essaye de travailler mieux, pas forcément plus, mais travailler mieux. Travailler plus sereinement avec des machines de plus en plus sophistiquées, essayer de diversifier peut-être encore les savoir-faire, de se tenir à jour des savoir-faire, de monter aussi nos collaborateurs en compétences, de consolider l'équipe qui est présente chez nous, pour répondre effectivement aux besoins des industriels, les besoins qui ont aussi évolué parallèlement à ça, avec par exemple, on sent beaucoup moins de tension par exemple sur les prix, mais de plus en plus de tension sur bien sûr la qualité et surtout le service et les délais qui sont demandés de plus en plus courts. Et donc il faut qu'on s'adapte à ça. Et on essaye, tant bien que mal, effectivement, de changer l'entreprise vers cette organisation. Donc avec effectivement des gens qui sont de bons techniciens, mais pas que. Voilà. C'est clair. Alors, tu me disais également dans nos échanges un petit peu préparatoires que 75% de tes activités actuellement sont ancrées quand même sur ce territoire des Hauts-de-France. Du coup, dans tes activités, dans les produits que tu fabriques, quelles sont les différentes industries à qui tu les destines? Oui. Alors effectivement, on a une présence plutôt régionale. Tout ça parce qu'on essaie d'associer beaucoup de services et beaucoup de présence sur le terrain. Et donc on est régional. On est très présent dans le métier, dans l'industrie agroalimentaire parce que effectivement il y a un vivier d'industrie agroalimentaire dans la région. Mais on est aussi présent chez les fabricants de machines spéciales, dans l'automobile, puisque les terres du Nord sont une terre de constructeurs automobiles. Voilà. Mais on fait aussi de la maintenance agricole, du médical, qui est notre ancien métier, et on est vraiment présent dans plein de secteurs d'activité. Mais l'agroalimentaire reste un secteur porteur. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors pour conclure, si tu avais un message adressé aux jeunes et à leurs parents qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais pour les inviter à être peut-être plus curieux de ces métiers finalement industriels?
Alors, je pense que il faut plus être focalisé sur le diplôme en tant que tel, mais plutôt effectivement sur le métier et sur le fait que l'entreprise aujourd'hui recrute encore une fois des savoir-être et que l'évolution de carrière se fait au sein de l'entreprise et des entreprises qui de plus en plus sont amenées à faire évoluer leurs salariés en même temps que l'entreprise. Et pour effectivement rester, permettre aux salariés de rester employables et de rester dans la course, dans la course technologique qui nous intéresse puisque c'est notre métier de base. Donc il y a de l'avenir dans tous ces métiers. Alors il y a beaucoup d'avenir. On parlait de l'impression 3D, dont ça fait déjà pas mal d'années qu'on y est. C'est quelque chose qui, nous, à notre niveau, évolue assez peu, mais on y croit. C'est un moyen de nous différencier et c'est certainement quelque chose vers lequel on continuera de pousser et effectivement d'amener nos clients qui ont peut-être des métiers plus traditionnels vers ces technologies pas révolutionnaires, mais très récentes, pour effectivement aussi les amener à monter en compétences et en technologie. Je pense comme toi, tu communiques pas mal et tu montres, pour te suivre, effectivement différentes pièces. Je pense que ça permet de pouvoir aussi porter à la connaissance de clients potentiels finalement tous les usages possibles de l'impression 3D auxquels ils ne pensent peut-être pas systématiquement et automatiquement. Donc, tout à fait. c'est un moyen. C'est effectivement une nouvelle manière d'approcher effectivement la fabrication de pièces. Ça apporte aussi des nouvelles solutions technologiques, des choses qui n'étaient pas forcément réalisables autrement. Ça apporte de la flexibilité. Enfin, il y a plein d'avantages à l'impression 3D. Il y a aussi plein d'inconvénients. Il y a plein de limites. Mais effectivement, ce sont des technos auxquels on croit et auxquels on continue de croire. Merci beaucoup Arnaud. J'appelle tout de suite une de tes collaboratrices, Delphine. C'est donc le micro à Delphine. Absolument. Bienvenue Delphine. Bienvenue. Alors, je vous laisse vous présenter, nous expliquer un petit peu quel a été votre parcours, pourquoi ces choix qui vous ont conduit aujourd'hui chez Lamplast. Okay. Bon, alors moi, c'est Delphine Sarpo. Aujourd'hui, je suis contrôleuse qualité, mais ça n'a rien à voir avec mes études. Je vous le dis. Moi, j'ai fait un BEP et bac en comptabilité à l'époque. De là, à la suite de mon diplôme que j'ai obtenu, je me voyais pas trop dans la comptabilité finalement. Du coup, mon papa, travaillant dans l'industrie automobile, m'a dit allez hop, au boulot. Et j'ai fait 10 ans en industrie automobile en tant que retoucheuse en peinture, qui au bout des 10 ans, un ras-le-bol de se lever à 4 heures pour aller bosser. Enfin, les horaires étaient très pénibles. Donc j'ai décidé d'arrêter, de me reconvertir. Et en fait, quand je suis allée voir Pôle emploi et tout ça, ils m'ont proposé la formation de tourneuse. Okay. Sauf que je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai appris en formation sur le tas. Ça m'a plu. J'ai obtenu mon diplôme il y a 10 ans, aujourd'hui. Et du coup, après, j'ai postulé à droite à gauche. J'ai été recrutée chez Lamplast, qui à l'époque, je devais donner un petit coup de main dans l'atelier aux tourneurs-fraiseurs sur les bavurages, sur du collage des pièces. Tout ce qu'on faisait, tout ce que je pouvais aider en plus. Je faisais machine aussi. Donc, j'avoue que je ne faisais pas de programmation, je ne faisais pas de trop, mais j'aidais les collègues dans l'atelier. Et après, Monsieur Pommier et Monsieur Thueux ont créé le poste de contrôleuse qualité. Et ils m'ont dit, tu vas prendre le poste. Donc, grosse responsabilité quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui tranche. Les gars ont droit à l'erreur, mais pas moi, comme on dit. Et du coup, aujourd'hui, c'est un contrôleuse qualité, c'est un peu spécifique, mais c'est compliqué de... Il faut savoir trancher. Bon, j'ai toujours l'appui de mes deux patrons derrière, si j'ai un gros problème. Et puis, ça se passe très bien. J'avoue, je suis la seule fille à travailler avec des garçons. J'ai 2 collègues, mais ils sont en bureau. C'est pas pareil. Mais après, le métier avec les garçons, il faut savoir s'y faire.
Puis la généralement. mixité, c'est aussi enrichissant pour l'entreprise, hein, j'imagine, de toute Oui, manière. tout Donc, à fait. Ouais. voilà, Et puis, aujourd'hui, mon rôle principal, c'est vraiment la qualité. Après, j'ai tout ce qui est coulé sous vide, d'accord. le pliage, et je fais Les techniques tout, ouais, d'usinage. aussi. Mm, Et tout ce qui est, après, je gère tout ce qui est expédition des pièces. d'accord, Donc c'est moi, je contrôle et j'emballe les pièces. ok. Et je me mets toujours à la place du client quand je me dis il va recevoir le colis, il faut que les pièces Comment il soient. va le recevoir? Et la qualité, c'est pas que sur du dimensionnel, c'est tout. Il y a l'aspect, il y a le tout, quoi. Le tout de la pièce, il faut prendre vraiment tout en compte. Et c'est voilà. Alors, Assez. comment se construit votre journée à partir du moment où on vous donne des pièces à contrôler? Quelles sont un petit peu les différentes étapes, justement, jusqu'à, on va dire, la préparation pour l'expédition client? Comment ça se passe? Alors, sachant qu'on a 5-6 usineurs en face, donc il y a des jours où je vais avoir beaucoup de pièces arrivées, et en fait, c'est à moi déjà à prendre les pièces par rapport au client, par rapport à la date voulue. D'accord, Donc je choisis surtout par la date. Donc après, je fais mon contrôle qualité. Donc on sert beaucoup de pieds à coulisses. ouais, On a différentes tailles en pieds à coulisses. On a aussi une machine tridimensionnelle qui est un peu plus précise sur certaines cotes pour certains clients et certaines pièces. Quand ils veulent vraiment de la précision, c'est sûr. on sait leur donner ce qu'ils veulent. Et après, une fois que je valide la pièce en totalité, que ma commande est finie pour le client, de là, je fais mon colis pour l'expédition et je viens valider toute la commande. D'accord. Et alors, est-ce que vous diriez que vous avez vraiment trouvé votre place dans ce métier technique et dans cet univers, on va dire, industriel et masculin quand même, en dominante? Oui. Eh ben, c'est très bien. Donc finalement, la Aujourd'hui, reconversion, voilà. vous recommandez finalement à un moment quand on doute de se dire, allez, on n'est pas bien à cette place, il faut Il faut faire le changer. choix de changer. Il faut plus se prendre la Ouais, tête aujourd'hui à dire je suis pas bien dans mon boulot, ça c'est me plaît clair. pas. Je pense qu'on a tellement de formations, C'est ça. tellement de métiers ouverts à tout le monde, Ouais, hommes et femmes, qu'il faut se lancer. Il faut pas avoir peur de dire oh, mais ça c'est un métier d'homme, j'y c'est vais ça. pas. Il faut se lancer. Il faut tenter. Aujourd'hui, il faut tenter sa chance. Et alors, qu'est-ce que vous diriez aux plus jeunes qui nous regardent, et particulièrement des filles, qui auraient justement certains freins pour se dire ah, c'est un atelier, est-ce qu'une fille a sa place? Qu'est-ce que vous adresseriez comme message à ces Voilà. jeunes et jeunes filles? Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans ce qu'on veut faire ou même tenter, voire approfondir dans les métiers, faire des recherches et puis se lancer. Il n'y a pas de aujourd'hui, voilà, vaut mieux se lancer et puis se dire bah non, c'est pas fait pour moi, je repars sur autre chose, que de pas le faire et d'avoir un gros regret à la fin en disant si j'avais su, je serais partie dedans, quoi. Voilà, comme quoi, effectivement, il faut oser Oui. quelque part y aller. Eh bien, merci beaucoup Delphine. Et du coup, j'accueille un autre de vos collègues, donc Émeric Mochet, qui va nous rejoindre également. Bonjour Émeric. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Et alors, même punition, il faut que vous vous présentiez, que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours et vous aussi comment vous êtes arrivé chez Elanplast. Très bien. Alors, moi, j'ai fait un BEP MPMI, donc métier de la productique mécanique informatisée, qui certainement n'existe plus, malheureusement. Ensuite, j'ai enchaîné sur un bac pro technicien d'usinage. Je suis du coup arrivé chez Elanplast, donc c'est ma première société, première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Voilà, je suis arrivé en tant que tourneur-fraiseur, fraiseur même plus précisément. Et ça s'est très très bien passé. Donc à l'époque c'était vraiment le début et on était vraiment très peu, 4 si je dis pas de bêtises, 4 ou 5. Voilà, donc ça m'a permis de faire un peu de tout et d'approfondir les connaissances de base, d'être formé en plus sur le plastique parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup à l'école, enfin à mon époque. Voilà, et donc maintenant je suis chargé de l'ordonnancement de l'atelier, donc de gérer tant que possible les délais clients avec les collègues de l'atelier et puis de donner un coup de main quand il y a besoin, quand il y a le temps aussi, de faire plus du tournage que du fraisage ou voilà,
essayer de débloquer un peu tout ça. Et alors, est-ce que vous aviez, avant d'entreprendre votre bac pro en usinage, vous aviez déjà une connaissance un petit peu de cet univers industriel et de cette activité finalement d'usinage, de ces métiers qui sont comme, qui ont, ça fait longtemps qu'ils sont quand même très en tension de tourneurs-fraiseurs, ils sont très recherchés. Et là, vous parlez d'une formation qui n'existe plus, ce qui veut dire que malgré le fait que ce soit en tension, les formations ferment aussi. Donc, vous, comment vous y êtes arrivé finalement? Alors l'histoire n'est pas terrible, mais c'était pas ce que j'avais comme projet. Je voulais être dans la mécanique automobile à la D'accord. base, et j'ai fini dans la production parce que je n'étais pas bon à l'école et que malheureusement c'est un métier qui est vendu comme je ne sais pas comment tourner la phrase, mais Oui, on ne travaille pas bien à l'école, sûr. donc on finira en mécanique. C'est clair. Donc voilà, c'est pas très glorieux, mais une fois dedans, en fait, on se rend compte que voilà, il y a énormément de possibilités, pardon, comme disait ma collègue. Et voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir, voilà, il y a du boulot. Et du coup, l'aspect manuel, c'est quand même quelque chose qui est valorisant. Ah oui, Parce qu'on contribue quand même à façonner un produit. Enfin, c'est concret quelque part. oui, tout à fait. Je pense que ça produit aussi une certaine satisfaction que de pouvoir réaliser quelque chose par soi-même. Et d'autant plus qu'il faut se dire Voilà. qu'il n'y a pas que voilà, les pièces qu'on réalise pour des clients, il y a la possibilité aussi de faire beaucoup de choses par la suite pour soi. C'est clair. Alors forcément, il faut avoir le matériel, tout ça, mais on peut se permettre du coup de faire des choses personnelles avec ce genre de métier, oui. Et alors justement, comme vous êtes à proximité de cet univers de la fabrication additive, est-ce que vous, ça vous donne envie, on va dire, de développer peut-être l'apprentissage des techniques pour contribuer au développement de la société? Et quelque part, comment vous vous projetez dans 5 ans par rapport, on va dire, au développement de l'activité dans laquelle vous êtes, hein? Alors sincèrement, si Monsieur Pommier et Monsieur Thueux prennent leur retraite dans 5 ans, pourquoi pas reprendre les rênes de la société? Bon, c'est dit On en Arnaud, reparlera hein. hors caméra. Non, moi je suis pour l'évolution de la société comme de mon travail. Je suis pas contre prendre un poste avec encore plus de responsabilités par la suite, si encore une fois si le temps le permet. Et voilà, je suis pour l'évolution et surtout de la société. Et alors vous aussi, hein, quel est le message que vous adresseriez donc aux plus jeunes, à leurs parents, voilà, qui parfois ont des réticences à se dire oh l'industrie, il y a toujours quelques stéréotypes encore qui sont associés à cet univers, mais vous qui y êtes en termes d'épanouissement, je pense que ça, comme votre collègue, ça semble vous combler aussi. Oui. Donc voilà, quel serait votre message finalement? Alors je dirais de ne pas, voilà, de ne pas écouter forcément les gens qui diront que l'industrie c'est pour les gens qui n'ont pas travaillé à l'école, que c'est un métier sale. La preuve, Vous- assez propre. Voilà, donc il ne faut pas écouter forcément tout ce qu'on nous dit, il y en a à prendre et à laisser. Il y a énormément de possibilités, encore une fois, dans cette branche. Et voilà, il faut se lancer, quoi. Il faut essayer et arrêter de dévaloriser ce genre de métier. Eh ben, c'est très positif et c'est un message effectivement qu'il faut entendre. Merci beaucoup Émeric. Plaisir. Et on va passer tout de suite à Michael Lefebvre. Alors Michael Lefebvre qui va lui porter un regard un petit peu plus macro sur la dimension territoriale, hein, puisque en présentation je vous disais que nous sommes dans une TPE, donc on imagine bien que la problématique de développement et de croissance de ce type d'entreprise est plus compliqué que pour les autres secteurs et tailles d'entreprise, notamment PME ou bien ETI, et on ne parle même pas des grands groupes. Donc, avec vous, Michael, l'idée, c'était un petit peu de voir comment vous êtes en appui, en accompagnement d'entreprises telles qu'Elamplast pour participer finalement à leur croissance, à leur développement, les outiller aussi pour leur proposer des services qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir tout seuls. Mais d'abord, je vous laisse vous présenter, vous aussi, votre parcours et comment vous êtes arrivé au MEDEF Artois. Voilà. Très bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Michael Lefebvre, délégué général du MEDEF Artois, donc c'est un MEDEF territorial. Il n'y a pas de formation qui mène
À ce poste de délégué général, il y a plus d'une centaine de MEDEF territoriaux et chaque DG a son parcours. Moi, j'ai fait STAPS, parce que j'étais bon en sport, tout simplement. Je savais pas quoi faire. Il y avait de la lumière dans le STAPS sur les terrains de sport, donc je suis allé voir. Et ça m'a plu et j'ai rapidement, je voulais pas spécialement être prof de sport parce que je voulais pas évoluer dans l'univers forcément institutionnel de l'éducation nationale. Je suis parti dans le domaine du handicap, du social, de la santé et je me suis vraiment épanoui parce que je suis arrivé aussi à l'époque où on était les premiers STAPsiens à pousser les portes des établissements médico-sociaux, donc il fallait tout créer. Donc c'est ça qui m'a plu. J'y ai évolué pendant une dizaine d'années sur l'île et ici sur le bassin minier en gérant une asso qui utilisait le sport comme outil. Et puis après une dizaine d'années, envie de découvrir un petit peu autre chose. Donc j'ai fait un pas de côté sur le sport, un pas de côté du sport pour découvrir un autre univers. Je suis tombé dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des jeunes, la sensibilisation, donc toujours dans l'associatif. Et donc là, j'accompagnais en fait des établissements scolaires et je créais du lien entre les établissements scolaires, les enseignants et les jeunes de ces établissements, les territoires sur lesquels ils sont implantés pour leur montrer la richesse qui existait sur leur territoire. Moi, j'ai grandi à Calais avec l'idée qu'on m'a dit que quand j'étais petit, si tu as des diplômes, Mickaël, tu vas devoir partir à Lille parce qu'il n'y a pas grand-chose sur Calais. Donc, ce que j'ai fait, mon premier boulot. Donc, en revenant sur mon territoire de cœur, je me suis attaché à montrer toute la richesse de la Côte d'Opale. C'est là que j'ai connu le MEDEF, parce que le MEDEF est très investi dans les relations école-entreprise. Et donc, ça faisait 7 ans que j'évoluais dans ce domaine de la sensibilisation. Ils recherchaient un délégué général sur l'Artois. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et après, nombreux entretiens, me voilà donc depuis 1 an en tant que délégué général du MEDEF Artois. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour notamment les petites entreprises ? Alors le MEDEF, c'est une association, c'est une organisation syndicale. On a 3 missions principales. Représenter, défendre les entreprises, donc échanger en fait avec les pouvoirs publics, avec les partenaires économiques locaux pour porter la voix de l'entreprise et agir en fait sur tous les sujets qui sont liés de près ou de loin au développement économique des entreprises et du territoire. On est présent dans tout un tas d'organismes paritaires, les conseils de prud'homme, tribunal de commerce, l'URSSAF, les relations école-entreprise. Tout ce qui touche au monde de l'entreprise, vous avez des administrateurs en fait, qui y sont présents et qui siègent au nom du MEDEF. On accompagne les entreprises en leur transmettant chaque semaine de l'info, parce que le nombre d'infos qu'un entrepreneur doit connaître pour pouvoir piloter sa structure, c'est quand même assez impressionnant. Donc on les accompagne en déchiffrant, en leur donnant à chaque fois toutes les actualités pour qu'ils puissent vraiment être les plus à jour possible. Et on apporte un appui aussi, un appui juridique par du conseil, droit social, droit RH, etc. Et la dernière mission, c'est de l'animation. De l'animation, pareil, sur des sujets vraiment à 360 degrés, les RH, la prévention sécurité santé, les transitions écologiques, des rencontres pour se connaître entre eux. Moi, finalement, mon rôle, il est principalement là, en fait, de mailler le territoire, de créer du lien sur l'Artois, donc Béthune, Lens et Arras en termes d'arrondissement, et de faire en sorte que les entreprises du territoire se portent bien pour que le territoire, lui, soit attractif aussi, pour qu'il puisse conserver ses talents. Je dis toujours aux partenaires éco, vous avez des talents, donc tâchez déjà de les garder, et ensuite d'attirer des talents si on n'a pas les compétences sur le territoire. Mais pour ça, il faut que les boîtes se portent bien et que les habitants en fait, soient heureux de vivre sur le territoire et les habitants ont besoin aussi d'infrastructures comme l'entreprise, donc de pouvoir se loger, de pouvoir se bouger facilement. S'il faut faire 1 heure de route parce que c'est compliqué, ça va compliquer la tâche de tout le monde. Donc voilà, j'essaye de mettre de l'huile un petit peu dans tous ces différents rouages. C'est ça. C'est très bien. Vous nous avez dit également que le MEDEF était assez investi dans les relations avec tous les opérateurs de formation, j'imagine l'éducation nationale également. Comment ça se traduit concrètement dans vos actions ?
Concrètement, donc le MEDEF en fait est fondateur de ce qu'on appelle le Clubster École Entreprise, donc qui a une convention avec l'éducation nationale et qui s'attache en fait à créer du lien entre l'entreprise et le monde de l'enseignement. Donc il y a plusieurs moyens. Il y a soit nous on mobilise beaucoup nos adhérents et Arnaud en fait partie, il répond à chaque fois présent, soit sur de l'accueil pour des visites d'entreprise. Et justement contribuer à montrer que oui, les entreprises et l'industrie en particulier, c'est pas sale, c'est des métiers qui évoluent, il y a de l'innovation. Et donc rien de tel que d'amener les jeunes à découvrir l'entreprise pour de vrai, pour réussir. On fait de l'immersion aussi, c'est-à-dire qu'on invite en fait des enseignants du secondaire et même de l'université à faire des stages d'immersion d'1 ou 2 jours pour être impliqués dans l'entreprise et donc de découvrir les différents corps de métier. Donc c'est important que les enseignants soient vraiment en contact de ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise parce que c'est eux qui font l'orientation aussi des jeunes. Et donc voilà comment en fait on les amène, visite d'entreprise, immersion et puis voilà, différents forums. On essaye de faire en sorte de mailler vraiment pareil encore une fois le territoire et de montrer une image positive de l'entreprise et de ses métiers. Alors vous êtes en poste, vous avez dit depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que vous voyez déjà un petit peu se dessiner des résultats positifs par rapport aux différentes actions que vous conduisez? Est-ce que vous avez d'autres idées à mettre en place pour rendre tout ça encore plus dynamique? Oui, nous, le MEDEF, un MEDEF territorial en fait, et c'est le parti pris qui est pris en plus encore plus sur l'Artois, c'est que on ne dépend pas de subventions publiques. Les seules ressources en fait d'un MEDEF sont les cotisations de ses adhérents. Mon indicateur, il est assez simple. Si j'ai des adhérents qui croient au projet que je développe, c'est que c'est assez bon. Donc, depuis 1 an, on a plus d'une 40aine d'entreprises qui ont rejoint le mouvement. Donc, j'ai tendance à croire que ça plaît. Et donc, voilà, et on est toujours dans l'avancée. Nous, on a défini 4 axes justement pour le MEDEF Artois. On a un axe jeunesse, parce que le monde évolue tellement vite. La génération Z, on en parle avec la relation à la valeur travail, etc. Donc, on est vraiment convaincus qu'il faut aller vraiment près des écoles, auprès des jeunes pour les sensibiliser aux relations école-entreprise et même à l'esprit d'entreprendre. Ce que je disais hier à certains partenaires, c'est qu'au-delà de faire découvrir des métiers, il faut la curiosité. En fait, il faut, ça se cultive aussi, c'est les savoir-être, et donc il faut les développer et que les jeunes soient curieux et envie en fait de découvrir. Donc la jeunesse jusqu'à créer en fait un club qui regroupe des jeunes entrepreneurs de 40 ans et moins pour aussi apporter des nouvelles idées à ce réseau MEDEF. On a un axe aussi sur la transition écologique. Moi, je me rends compte depuis 1 an qu'il y a énormément de choses. Commencé quand je suis arrivé en juillet à en parler, maintenant avec la crise énergétique, etc. C'est vraiment le sujet plus que d'actualité. Mais chaque territoire bosse sur son sujet, sur son propre territoire, ou chaque secteur professionnel y travaille également. Et je me dis que le MEDEF, comme on est interprofessionnel et qu'en plus on bosse sur un territoire et avec tout le monde, on peut créer et faire émerger un collectif en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est un des projets pour l'an prochain. Les liens entre le sport et l'entreprise. Mais bon, ça, on ne se corrige pas. Je viens du domaine du sport et donc il y a des liens obligatoires, qui me sont moi forcément sur lesquels je suis forcément sensible entre le sport et l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à faire et en plus sur l'Artois, on a quand même des beaux clubs sportifs. Et le dernier sujet, c'est l'entrepreneuriat féminin. Sur la création d'entreprise, il y a à peu près 30% de femmes qui créent l'entreprise. Donc dans les Hauts-de-France, on n'a pas à rougir, on est dans la moyenne nationale. Mais la stat aussi que j'ai découvert, c'est que sur l'ensemble des femmes créatrices d'entreprises, seuls 20% font partie d'un réseau. Ah oui. Et alors, je ne sais absolument pas comment on va... Et moi, dans mes adhérents, j'ai fait le calcul, j'ai 17% de mes entreprises adhérentes qui sont pilotées aujourd'hui par une femme. Pourquoi, comment, je sais, j'ai pas la réponse, mais c'est pas à moi d'avoir les réponses de toute façon. Moi, il m'appartient d'animer et d'essayer de faire réfléchir, de faire agir les entrepreneurs pour trouver des solutions. Très bien, merci beaucoup. En tout cas,
pour cet investissement et cet engagement quand même, hein. C'est bien pour tout le territoire, sans problème et pour faire la transition, vous avez parlé des relations entre les entreprises, les organisations professionnelles et l'éducation nationale. Donc je vais accueillir, peu à peu une équipe dynamique et le premier d'entre eux, c'est bien, Thierry Maison qui est donc professeur en ingénierie mécanique et aussi créateur d'un très très beau projet, les 24 heures de Saint-Jean, qui est parmi nous. Donc pareil, Thierry, si vous pouvez vous présenter, nous expliquer comment vous êtes arrivé au lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne et comment vous êtes arrivé aussi à créer ce projet très ambitieux. Alors, je suis professeur anciennement génie mécanique, maintenant ingénierie mécanique. Et je suis au lycée Campus Saint-Jean depuis 1991. Donc, c'est ma 32e rentrée. Alors, comment je suis arrivé là? Le parcours il est assez simple finalement. Mon père, tout simplement, qui était tourneur sur métaux, qui m'a emmené très jeune dans son entreprise à la cimenterie de Dan, pour la citer, sur la côte d'Opale. 5-6 ans, il m'emmenait. Donc je voyais ce qu'il faisait et puis naturellement, je me suis dirigé vers l'industrie. Pas directement le tournage, mais voilà, j'ai fait une seconde à l'époque TSA Productique, pour ceux qui s'en rappellent. Ensuite un bac F1, construction mécanique, usinage, puis un BTS Productique, toujours dans le domaine de l'usinage. Et à l'issue de ce BTS, au mois de juin, j'étais prof au mois de septembre. Ah oui. Donc j'ai le lycée cherché un enseignant dans le domaine de l'usinage pour enseigner dans la même filière que moi finalement j'ai faite. Et donc je me suis présenté et puis j'y suis resté depuis Ça dure depuis 32 ans. Depuis 32 ans, tout à fait. Oui. Voilà. Donc voilà, finalement pas bien compliqué. Et en fait là, voilà, quand je disais c'est mon père qui m'a donné cette idée, je vois par rapport aux élèves qu'on a maintenant, on a de moins en moins d'élèves qui sont capables de nous expliquer ce que font leurs parents. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est important aux parents d'expliquer à leurs enfants ce qu'ils font, qu'ils les emmènent, si c'est possible, dans leurs entreprises. Alors ils savent où ils travaillent, mais pas forcément ce qu'ils font dedans. Voilà, petit aparté, mais pour moi, dans l'orientation, c'est important. Alors, ça leur plaît pas, mais au moins ils découvrent des domaines. Et voilà. Donc depuis 1991, ça a quand même beaucoup évolué. Des réformes sont venues. On a quitté petit à petit l'usinage en 2010 pour le bac STI 2D, puisque c'est un petit peu mon cœur d'activité. J'enseigne aussi en BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatisés, et puis en classe de seconde. Et je me suis vite aperçu que les élèves, fallait vraiment les occuper. Dans les anciennes formations génie mécanique, par exemple, c'était l'époque où on faisait des pièces, on apprenait la production de série, mais on fabriquait des pièces, on mesurait et puis ça partait à la poubelle, quoi. Donc c'était même, moi je me rappelle à l'école, on fabriquait une pièce en fraisage, le professeur il venait vérifier avec son pied à coulisses et devant nous il achetait la poubelle. C'était encore comme ça dans les années dans les années 90, c'était même encore comme ça. Donc je me suis dit, si on veut attirer les jeunes, il faut surtout arrêter de faire ça. Et donc on a essayé de trouver un projet motivant et qui déjà qui donne envie aux jeunes de venir, un projet qui soit un objet qui les touche de près. Donc ça, c'est né en 2003. On a décidé de fabriquer ces petites voitures. Il y en a une devant vous là. La particularité de ces voitures, qu'elles sont complètement conçues, donc dessinées avec des outils de CAO, SolidWorks, etc., et réalisées par les élèves. Ces voitures sont uniques puisqu'on ne peut pas elles ne sont pas commercialisées, on ne peut pas les acheter. Et ces véhicules sont destinés à faire une course de 24 heures, on va dire un 24 heures du Mans miniaturisé. Donc ça fait 20 ans, on a fêté les 20 ans au mois de mai dernier de ce projet et de cette compétition. Et très vite, on s'est aperçu que ça marchait, qu'on remplissait les classes. Donc on a même commencé ça avant le bac STI 2D, sur la fin du bac STI génie mécanique. On était un petit peu en perte d'effectifs dans ces filières-là, dans ce bac technique.
Et instantanément, on est passé d'une classe on était à 16-17, on est passé à 35, quoi. Ah oui. Tout de suite le mois de septembre d'après. Donc ça marche toujours. On est 20 ans après, et donc comme le disait Arnaud tout à l'heure, on a suivi la technologie. Ces voitures, elles tournent à l'hydrogène. On parlait aussi de transition écologique et de mobilité verte, etc. On est parti dans ce domaine. Tout est fait par les élèves. Il y a de l'usinage, de l'impression 3D, du numérique. Les voitures sont équipées de systèmes de télémétrie embarqués qui nous renvoient des infos dans les stands, comme une vraie voiture des 24 heures du Mans. Mais au niveau des élèves, on n'est pas une école d'ingénieurs, on fait des choses qui sont envisageables avec des élèves de cet âge-là. On travaille là-dessus avec des secondes, des premières, des terminales et une classe de BTS. Donc comme aux 24 heures du Mans, il y a des catégories, il y a des cahiers des charges. On travaille comme dans une entreprise. J'ai encore dit à la rentrée très proche, j'ai dit dès le premier cours à mes élèves de seconde qui suivent une option qui s'appelle CIT, Création, Innovation Technologique, 1h30 par semaine. Eh bien, quand vous rentrez dans le labo, qui est un Fab Lab, ici, vous n'êtes plus à l'école, vous êtes dans une entreprise. On travaille comme dans une entreprise. Donc, on a différents services, les élèves, on leur confie des tâches, il y a des rôles, il y a un responsable motorisation, un responsable style design, un responsable CAO 3D, un responsable châssis, motorisation, etc. Et tout ça fait que on obtient cet objet en fin d'année. Généralement, la course, c'est mi-mai, fin mai. Et puis voilà, ça nous permet de motiver les élèves, de leur donner envie de venir dans cette filière. Et petit à petit, je dirais, le lycée, il est plus connu pour ses 24 heures que pour le lycée lui-même. Voilà, on a eu la chance d'accueillir, pour donner le départ l'an dernier, le président de région, Xavier Bertrand, qui a donné un beau message aux jeunes en plus, en disant que dans le domaine industriel, vous aurez du travail et dans votre région. C'est clair. Et autour de vous. Puisque si on parle mobilité durable, on est avec la création des gigafactories d'usines de batteries sur Dunkerque, sur Douai, le domaine de l'automobile, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très implanté dans le nord de la France. Il y aura du travail dans ce domaine, de l'automobile et autres. Et voilà un petit peu le... Et alors, juste en parenthèse, quelle est la partie faite en impression 3D sur ce véhicule en fait, miniature et puis en plus, c'est marrant parce qu'on travaille aussi un petit peu avec... On collabore un petit peu avec Elanplast. On s'est rencontrés comme ça par l'intermédiaire d'une autre société qui fait de l'impression 3D. Et en fait, si je peux, voilà, je sais pas, je vais montrer la voiture. Toutes les pièces, ça tombe bien, c'est jaune fluo, c'est pas fait exprès, mais voilà. Toutes les pièces qui sont jaunes que vous voyez à l'écran là sont imprimées en 3D et conçues sur SolidWorks par les jeunes. Et puis là-dessus, on a encore des pièces en alliage d'aluminium, un châssis en carbone que nous réalise justement Elanplast. Ils en ont encore fait un ce matin d'ailleurs que je vais repartir avec. Encadré par Émeric en plus, je crois. Voilà. C'est lui qui l'a fait, qui l'a réalisé. Et donc ces petits bolides, comme je disais tout à l'heure, sont. Nous on est assez fiers de ça parce que les jeunes s'éclatent avec ça. On leur laisse champ libre, libre accès aux imprimantes 3D. Bon, l'usinage c'est un petit peu différent parce qu'il faut être avec eux. On a des petites commandes numériques, il faut être derrière, etc. Parce que c'est pas le but de la formation, on ne forme pas des usineurs. Et ça n'existe plus trop d'ailleurs, on en l'a dit plusieurs fois dans l'après-midi. Mais le pire, c'est qu'ils adorent ça. En fait, ce sont des métiers qui sont anciens. On a quitté depuis une dizaine d'années. Et quand les jeunes, on leur fait faire ça, ils adorent. C'est clair. Ils adorent retravailler avec leurs mains. On a eu toute une période comme si on ne pouvait plus faire l'école sans ordinateur. C'est vrai. C'est le cas quand même. Mais puisqu'on en a besoin pour ça, mais aussitôt qu'on leur refait faire des choses manuelles, des petits, ils s'éclatent. Et vous direz que ça change leur niveau d'engagement aussi? Complètement. En termes d'investissement, d'implication. Sur un projet comme ça, s'ils pouvaient rester toute la semaine en CIT, on les garde toute la semaine dans le Fab Lab. Mais forcément, là-dessus, il y a des maths, il y a de la physique. Ça permet également de faire passer toutes ces matières. Il y a des transmissions, des vitesses de rotation, des conversions, il y a toutes sortes, il y a des résistances mécaniques de matériaux, des process, des procédés, il y a de tout là-dessus. Et puis sur ce projet, on est également 2D, donc développement durable. Ouais. En fait, les parties en alliage d'aluminium, par exemple, sont issues de canettes boissons consommées dans l'établissement, dans les différents distributeurs, qu'on récupère, qu'on trie. Avec nos BTS CRSA, on a conçu des machines de compactage automatisées pour les écraser.
et ça nous permet de valoriser l'aluminium. En fait, on est dans le recyclage, et donc c'est pas nous directement qui retraitons les canettes, mais on a fait un impact zéro consommation d'aluminium sur le véhicule, quoi. Donc en plus, vous les sensibilisez finalement à tous les enjeux de la transition écologique et transition industrielle aussi pour finalement intégrer ce type de nouvelles pratiques pour avoir une industrie aussi plus performante. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont ça dans un coin de leur tête et quand ils seront dans leurs activités, ils auront à cœur de pouvoir reproduire simplement les mêmes logiques en fait. Tout à fait. Et puis on s'en aperçoit, les jeunes, ça percute vite. C'est clair. Quand on leur parle, voilà, genre rien que sur le projet canettes, il n'y a pas besoin de le dire deux fois, et les canettes sont triées dans l'établissement, on a mis des poubelles spécifiques. Il n'y en a plus qui traînent par terre là. Non, ça c'est clair. Voilà, et ça c'est venu petit à petit. Au départ, je dirais la genèse du projet, c'était vraiment de réattirer les jeunes dans les domaines industriels, dans les formations industrielles. Il suffit de faire un produit qui les touche de près et normalement ça marche. En tout cas, ça marche depuis 20 ans. On a toujours autant d'intérêt pour voilà, je dirais l'entrée en classe de seconde chez nous. Alors après, on n'est pas un gros lycée, mais on est les jeunes aux portes ouvertes, etc. Puis c'est un super outil de communication. Il y a aussi, vous voyez, sur les carrosseries, il y a des partenaires marqués dessus. Ce ne sont pas des partenaires fictifs. On demande aux équipes de jeunes qui sont constituées chaque année en début d'année d'aller démarcher des entreprises pour financer leurs projets. En fait, vous les impliquez de bout en bout du projet. Tout à fait. En cherchant, donc, en ayant une casquette un peu chef de projet, en cherchant des sponsors aussi. De toute façon, dans l'équipe, il y a également un team manager, il y a un responsable communication. On est à fond sur les réseaux sociaux. Dans l'entreprise, les jeunes, on les fait. Les réseaux sociaux, c'est leur truc. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est bien fait. Toutes les séances, ils prennent des photos, des vidéos de ce qu'ils font, c'est posté. Ils créent un Facebook, un Instagram. Tu veux dire qu'ils sont fiers aussi, quelque part, de ce qu'ils font, quoi. On a même des fois du mal à leur faire autre chose que ce projet. Ils en parleront peut-être tout à l'heure, les jeunes, parce qu'ils sont passés par là. Mais nous, on est contents. Et même nous, de notre côté, du côté de l'enseignant, c'est complètement le métier complètement repensé. On est là sans être là. Enfin bref, la relation prof-élève est complètement différente. Ce qui me fait dire de manière un peu provocatrice, est-ce que vous diriez que l'avenir des enseignements dans l'éducation nationale, ça passe aussi par repenser finalement la manière d'enseigner en réinjectant, en réintroduisant finalement ces projets qui ont vocation à remettre la main à la pâte, entre guillemets, pour redonner du sens et intéresser et quelque part les refaire revenir aux disciplines scientifiques, techniques vers lesquelles ils sont très loin. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est apprendre en faisant et faire en apprenant. Tout à fait. Et donc, puis il faut mettre un peu de folie aussi dans l'enseignement. Les élèves ne sont plus faits. Je veux dire, l'enseignement, n'a pas changé depuis 100 ans. Je veux dire, on a toujours des élèves assis devant un tableau, et puis voilà, ça n'a pas changé, alors que tout le reste a changé. Oui, tout le Les reste. jeunes ne sont plus faits pour ça. Non, on constate qui est posé. Donc, aussitôt qu'ils sont dans un labo, dans un atelier, à faire des choses, voilà. Mais indirectement là-dessus, je disais tout à l'heure, il y a de la physique, il y a des maths, il y a de l'anglais. Il faut voir tout. On fait de l'anglais techno autour de ça. Il y a plein de choses à dire. Il y a de tout. En fait, vous formez des ingénieurs en herbe, là, quelque part. Peut-être. En herbe. On leur donne le goût d'aller plus loin. Ça. Mais c'est déjà pas mal, parce que parfois, il suffit d'un déclic pour pouvoir finalement donner une ouverture vers des métiers auxquels finalement ils ne se destinaient pas forcément. Donc, en plus, en les prenant, moi j'enseigne en seconde, en première, en terminale, en BTS. Donc j'ai vraiment tout le cursus. Et en seconde, on a des élèves qui viennent parce que, et puis petit à petit, voilà, c'est le chemin se trace. Et puis certains qui voulaient faire autre chose, non, finalement, je vais faire ça. Et justement, est-ce que vous avez, on va dire, connaissance de ce que font vos anciens élèves, vos alumni, qu'est-ce qu'ils deviennent finalement? C'est pas compliqué. Quand on va dans les entreprises, on y est très souvent. Je dirais 9 fois sur 10, on a affaire à nos anciens élèves. En tuteur de stage, en chef de service, à droite à gauche, dans toutes les entreprises industrielles. Vous ne les avez pas perdus finalement, ils sont restés dans le même secteur. Et puis avec les réseaux sociaux, on est resté très proches. Ouais. Je prends un exemple chez nous, sur Étaples, on a Valeo, l'usine Valeo d'Étaples. Moi, quand je vais chez Valeo, je serre une main tous les 10 mètres.
voilà, ça c'est vraiment valorisant et voilà, on voit qu'au moins on a servi à quelque chose, en tout cas pour, C'est pour les amener dans ce domaine-là. C'est clair. Alors, si vous aviez un message avant qu'on passe le relais à votre collègue, vous aussi, alors là, je dirais peut-être plus largement, pas uniquement finalement aux jeunes et à leurs parents, mais également à vos collègues enseignants, parce que je pense que ce que vous avez testé, éprouvé depuis 20 ans, vous êtes là en mesure de faire un retour d'expérience qui est quand même super positif. Et dans la problématique actuelle où nous sommes avec un vrai déficit d'intérêt pour ces disciplines scientifiques et techniques, quelque part, vous êtes un peu la bouée ou en tout cas une lueur d'espoir pour réintéresser et remettre un petit peu ces jeunes dans cette voie-là. Ouais, moi je dirais juste alors attention, il faut encore du cours traditionnel, il faut encore faire passer des connaissances, etc. Mais je dirais il faut oser sortir de sa zone de confort de prof devant son tableau. Voilà, faut bouger la classe, il faut virer les chaises, il faut faire des îlots, il faut aller vers les jeunes. Et puis faire des projets. Avec des projets, on arrive à faire passer les connaissances. Voilà quoi, il faut un petit peu les challenger, mettre, les impliquer. comme j'ai dit tout à l'heure, un peu de folie dans l'enseignement pour que l'élève soit plus attiré par là où les matières. Voilà, c'est le petit message. C'est un beau message, le coup de folie dans l'enseignement, je crois que c'est pas mal. Merci beaucoup Thierry, et on va accueillir un de vos collègues du même lycée que vous, donc David Fauquet. Bienvenue David. Alors vous aussi, vous n'allez pas échapper au partage de votre parcours jusqu'à le lycée Saint-Joseph, parce que vous avez la particularité, c'est que vous n'avez pas toujours été enseignant. Exactement. Vous étiez de l'autre côté aussi en entreprise. Exactement. Alors bonjour à tous, donc David Fauquet. Alors j'ai un parcours un peu atypique, parce qu'effectivement je suis un ancien élève du lycée Saint-Jean. En plus. Il y a plus de 25 ans, je commence à dater. Mais un lycée qui m'a apporté beaucoup, comme le disait Thierry, déjà à l'époque, tant sur le plan de la montée en compétences, mais du savoir-être et de l'accompagnement. Donc j'ai pu faire un bac électrotechnique, suivi d'un BTS ATI, assistance technique d'ingénieur, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Après ce parcours, donc je suis parti en licence pro, génie des systèmes industriels, mais plus orienté production industrielle. J'ai pu faire une licence et une maîtrise. Et puis, suite à ça, j'étais passionné d'automobile. Et j'ai un peu bifurqué dans ma carrière et j'ai intégré donc le monde des concessionnaires automobiles sur la partie après-vente, où j'ai pu donc gérer l'après-vente automobile pour 3 marques. Et j'ai évolué dans ma carrière jusqu'à devenir chef des ventes pièces et services pour la dernière marque pour laquelle j'ai travaillé. Et je venais relativement souvent au lycée dire bonjour, etc. Et un jour, voilà, à l'approche de la quarantaine, c'est peut-être la crise de la quarantaine qui voulait ça, sûrement. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas franchir le pas de l'enseignement. J'en ai parlé donc aux anciens profs qui m'avaient inculqué tout le savoir. Et puis ils m'ont dit, viens, fais un essai. Donc j'ai fait un essai. C'est pas simple. C'est un métier qui est pas simple, il faut le savoir. Parce que c'est vrai que les gens ont parfois tendance à dire oui, un prof, c'est 18 heures, etc. Et enfermer les 2 heures avec 40 élèves, et à la sortie, ça peut être très compliqué. Donc, mais pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant, même si la transition n'était pas simple. J'ai été fortement accompagné, notamment par Thierry Maison et ses autres collègues, qui m'ont donné l'envie finalement de passer des grosses voitures aux petites voitures. C'est sûr. Et puis, une deuxième chose qui était très passionnante, c'est de travailler avec les jeunes, où j'ai pu comprendre les attentes et ce qu'on pouvait apporter à des jeunes qui étaient en seconde. Donc, on parlait de l'option CIT. Sur l'innovation technologique autour des voitures des 24 heures. Et puis là maintenant, ça fait 4 ans, ces élèves qui étaient en seconde sont en post-bac et encore d'autres attentes avec le monde de l'entreprise, etc. Et donc il y a vraiment ce fil conducteur qui est hyper important de parcourir avec eux et de les voir grandir finalement. Et de nous apprendre aussi à nous des choses, parce que quand on est dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, on est dans notre monde, alors même si on a des jeunes en apprentissage, etc. Mais on vit un peu avec des œillères, on a tendance à ne pas regarder suffisamment autour. Et le fait d'être de l'autre côté de la barrière, effectivement, ça permet de voir que le monde des jeunes, les attentes, comme disait Thierry tout à l'heure, les attentes des jeunes évoluent. Et nous, on a besoin de se mettre en phase avec ça et en phase avec le monde professionnel. Et on a aussi, les jeunes qui nous le rappellent, et notamment quand ils sont en BTS, de dire on aimerait se rapprocher un peu plus du monde de l'entreprise. Oui. On aimerait découvrir un peu plus ce qu'on fait, parce qu'effectivement, en STI 2D, par exemple, ils n'ont pas l'occasion d'effectuer de stages
en entreprise. Et pour certains, le post-bac, c'est un peu à l'aveugle. On se dit, tiens, je vais faire ça ou ça, mais je ne sais pas trop. Et le fait de leur faire découvrir un petit peu tout ça avant et de travailler avec le monde de l'entreprise, ça permet de leur donner un petit peu plus de visibilité pour la suite et aussi de voir découvrir les métiers et qu'effectivement, sur notre territoire, on a quand même de belles choses à faire. C'est clair. Et vous diriez que votre propre finalement expérience personnelle d'avoir commencé votre carrière professionnelle dans l'entreprise et d'être passé maintenant au sein de l'Éducation nationale, ça vous aide finalement à faire la passerelle et à amener tout doucement, on va dire, ces enseignements qui sont souvent théoriques, avec cette approche quand même pragmatique, concrète, qui est généralement véhiculée dans les entreprises, pour intéresser différemment vos élèves. Vous sentez que vous apportez quand même une plus-value par votre expérience personnelle? Ah oui, alors j'allais dire, ça, même sur le départ, ça a comblé des lacunes, parce que quand on a quitté les bancs de l'école depuis 25 ans, la théorie, on l'a un petit peu laissée de côté. Et effectivement, la pratique, le fait d'avoir été en entreprise, cette partie-là aide beaucoup à aborder avec les jeunes les sujets. Et j'allais dire, aujourd'hui, ça en est même mon leitmotiv, parce que l'objectif, c'est de dire, tiens, j'ai un jeune, il a tel profil, et je le vois comme ça et je peux essayer de l'orienter en lui disant tiens, telle ou telle filière serait peut-être faite pour toi, de mettre en face une personne du monde de l'entreprise en disant j'ai un jeune qui est intéressé, ce serait bien que vous puissiez vous rencontrer pour ces stages, etc. Et c'est ça qui, voilà, ça c'est vraiment ce qui me donne la banane tous les jours, c'est d'accompagner les jeunes et les entreprises et d'essayer de les mettre en face. Et voilà, ça c'est vraiment très très important. Alors vous aussi, vous constatez tout comme Thierry que cette approche par projet, quelque part, ça change quand même un petit peu leur regard sur les enseignements qui restent quand même dans le programme. Mais vous sentez un meilleur intéressement, une meilleure motivation, une meilleure implication et peut-être un regard plus mûr sur leur devenir professionnel? Oui, complètement. Complètement, parce que Thierry disait tout à l'heure, on a encore besoin d'enseigner des matières de la théorie, ça c'est important, mais de les appliquer aussi. Absolument. Donc on a quand même tout ce qu'on fait là autour des voitures des 24 heures, et pas que, en BTS aussi sur les projets industriels, ça permet d'appliquer la physique, d'appliquer les maths, d'appliquer un tas de choses, voire même des langues, puisqu'il y a des documentations ou des sites internet sur lesquels les jeunes peuvent aller se documenter qui sont en anglais, ou même des échanges avec des personnes en anglais. Mais vraiment, voilà, tous ces projets, c'est ça qui les tient aujourd'hui. C'est vrai que ça leur donne de la visibilité, ça leur donne des supports concrets, et de voir, et puis si un calcul ne marche pas, là, ça se voit tout de suite. C'est sûr. Ah là, c'est la preuve par les faits. C'est ça, il faut refaire le travail derrière. Oui, c'est complètement l'approche par projet. Je pense que c'est aujourd'hui indispensable dans leur cursus. Oui. En tout cas, on a compris qu'au lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne, l'approche par projet, c'est devenu, on va dire, dans votre ADN quelque part. Donc, et est-ce que vous remarquez du coup qu'en termes d'attractivité vers vos différentes filières, je parle du post-bac, ça a un pouvoir d'attractivité supplémentaire parce que vous avez cette particularité qu'ont pas forcément d'autres lycées? Alors c'est un pouvoir d'attractivité important, même si il faut le concevoir, comme disait M. Pommier. L'industrie aujourd'hui veut recruter, mais la vision de l'industrie, malheureusement, a été ternie. Et c'est là qu'il faut leur apporter le fait que l'industrie d'aujourd'hui, c'est plus celle d'il y a 30 ans. Voilà, il y a de belles choses à vivre. Et par l'approche de projet, voilà, ça peut donner envie aux plus jeunes, notamment, on parlait tout à l'heure des secondes, qui voient les projets faits par les BTS, parce qu'on essaye aussi de travailler par l'immersion, de montrer ce que font les autres, aussi montrer ce qu'on fait aux plus jeunes, et les attirer vers ces métiers-là, parce que si on ne le faisait pas, ce serait encore plus compliqué, voire même des filières qui seraient en grande souffrance. Tout à fait. Merci beaucoup, David. Et là, on va interroger du coup vos élèves pour avoir aussi leur retour d'expérience. Donc, on va tout de suite appeler Antonin avec nous, Antonin Martel, qui est toujours étudiant au lycée Saint-Joseph. Bonjour Antonin. Bonjour. Alors, toi, ton parcours, il va être plus court, puisque tu es encore dans ton cursus. Mais néanmoins, si tu revenais quand tu étais en seconde, simplement, on va dire, ou en troisième, quelle était un petit peu ta vision de ton orientation avant d'arriver dans cet établissement? Alors, j'ai commencé en seconde à Saint-Jean, donc en seconde générale, où j'ai pris l'option CIT avec Monsieur Maison. C'est là où j'ai d'ailleurs pour la première fois découvert les 24 heures de Saint-Jean,
parce qu'en troisième, j'en avais entendu parler, mais pas forcément beaucoup. Ok. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était un projet, ce que c'était du travail en équipe aussi. Ouais. Et tout au long de l'année aussi, travailler sur un projet à long terme pour au final avoir un aboutissement. Et c'est ça qui m'a mené vers le bac STI 2D. Ok. Donc j'ai fait une première STI 2D, une terminale STI 2D. Et maintenant, je suis passé au niveau BTS. Donc j'ai choisi le BTS CRSA parce que c'était dans la continuité du bac STI 2D. On y voyait les mêmes choses pratiquement et on travaillait la même chose mais d'un niveau encore au-dessus. C'est clair. Donc pour toi, tout ça, c'était logique à partir du moment où il y avait un petit peu ce fil conducteur de cette mise en pratique qui particulièrement t'a peut-être intéressé. Donc tu t'es dit, je vais jusqu'au bout en fait du parcours, hein. Oui, c'est ça. En fait, je savais pas forcément trop quoi faire au début. Ouais. Et même si on m'avait beaucoup dit que dans le monde industriel, c'était pas forcément très bien vu, mais moi, j'ai tout de suite apprécié en fait et j'ai voulu poursuivre, même si les autres me disaient le contraire. Et alors, tu as, j'imagine, aussi participé à on va dire, un de ces projets sur les 20 ans. Tu as été peut-être un étudiant qui a participé à ce projet-là en particulier. Du coup, des 24 heures, j'en ai fait que 2 parce que Ok, bah, c'est déjà pas mal. j'étais en seconde, c'était le Covid. Ah oui, c'est vrai. En terminale, c'était aussi le Covid. Ouais. Non, en première, c'était aussi le Covid. En terminale, j'ai fait C'est les ça. 8 heures de Saint-Jean. Ouais. C'est que l'année dernière où j'ai fait un D'accord. 24 heures, où j'en ai dû faire 2, mais il y a une année où je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait le Covid. Ok. Et quand tu as pu faire finalement ce projet dans son intégralité, comment tu en es ressorti? Qu'est-ce que ça t'a apporté fondamentalement? La première fois où je l'ai fait, ça m'a impressionné parce que Ah, je ne voyais pas ça comme ça. d'accord. Monsieur Maison il nous a montré des vidéos des autres années où on pouvait aller les revoir. Mais quand on le vit, en fait, on est Différent, à hein. fond dedans. L'horloge, elle tourne, on la voit C'est même pas clair. passer. On commence à peine à rouler, on a quelques incidents. Ouais, On se dit, ah bah tiens, il commence déjà à faire nuit. ouais, Et par contre, la nuit, là, c'est un peu plus long. c'est C'est clair. là où il faut s'accrocher, il faut rester concentré et surtout, faut pas trop s'énerver. Ouais, pas paniquer et devant un problème, tout de suite rebooter un peu le système pour trouver une solution qui pallie à la difficulté. Et ça, c'est quelque chose qui t'a challengé personnellement? Oui, c'est surtout de voir l'aboutissement d'un projet, Ouais, parce qu'à l'école, on fait souvent des choses, mais on voit pas souvent la fin. Alors exact. que là, on faisait quelque chose, on pouvait créer et apporter notre innovation dans le projet, la voir s'appliquer et nous-mêmes l'utiliser derrière. Ouais. Et est-ce que ça a été peut-être aussi à l'origine de ta volonté de créer une petite société, donc Ecolio 3D? Et est-ce que c'est en lien avec l'impression 3D ou pas? Oui, oui, c'est en lien. En fait, Ok, Ecolio 3D, c'est basé principalement sur d'accord. l'impression 3D. Et j'ai découvert l'impression 3D grâce aux 24 heures de Saint-Jean. C'est à partir de la première où j'ai commencé à m'y intéresser. Ouais. J'ai acheté pour commencer une toute petite machine. Parce que maintenant, on peut le faire de chez soi hein, aussi. Et avec cette C'est machine, vrai. j'ai appris par moi-même comment la régler. D'accord. J'avais déjà la formation en CO 3D grâce à mon bac STI 2D. Ok. Et grâce à mon BTS que je suis en train de poursuivre, je l'ai encore. On en pratique toujours. Et j'ai pu commencer à faire des pièces pour moi, pour ma famille. Et puis après, j'ai aussi commencé à faire quelques pièces pour les 24 heures. Ah bah. Et La concurrence à Arnaud, là, attention, hein. non, c'est pas encore la même chose. Donc en fait, finalement, on va dire, d'avoir participé à ce projet, ça a aussi fait naître chez toi l'envie d'être quelque part aux commandes et développer toi-même un petit peu, finalement, une technologie que tu as éprouvée sur ce projet, quoi. Oui, de toute façon, je pense que tout le monde va le dire, mais c'est toujours valorisant Bah, de c'est sûr. savoir qu'on a réussi à faire quelque chose Ouais, et que ça a marché ouais. et que ça a pu forcément convenir aux personnes qui l'utilisent. Et alors, quel avenir pour ta société? Ça, je sais pas, hein, je sais pas me projeter. Ok, Et ça fait déjà. En fait, j'ai ouvert en même temps que la rentrée, on va dire. d'accord. Ah, c'est Donc, tout récent c'est alors. tout récent, ouais. Donc D'accord. là, j'espère que je vais continuer à grandir et Ah bah alors, c'est l'occasion. Quels sont tes clients potentiels et quel type de produits tu fabriques? Voilà, profites-en. moi, mes types de clients, ça serait plus de la clientèle, pas forcément les entreprises,
mais aussi les particuliers. Par exemple, comme j'ai pu voir, là, il y a un petit vase en impression 3D. Ça peut très bien convenir pour les particuliers ou ceux qui font du rétrofit, par exemple. Tout à fait. Les pièces, on les trouve plus forcément en achat possible. Et moi, j'aime bien aussi imprimer du flexible. Toutes les pièces flexibles, ça, j'aime bien. Ok. Donc finalement, c'est tout bénéfice finalement que d'avoir suivi ce cursus, participé à ce projet et peut-être donner le go à une entreprise qui va peut-être aussi grandir prochainement. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein, en tout cas. Et si toi aussi tu avais un message adressé aux jeunes comme toi, hein, qui sont encore au lycée ou parfois même qui ont pris une orientation mais qui se posent peut-être un peu des questions, pourquoi se diriger vers les métiers de l'industrie? Bah, je dirais que si vous trouvez quelque chose qui vous passionne dans les métiers de l'industrie, il ne faut pas suivre ce que disent les autres, mais suivre ce que vous pensez. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait et bah, je suis quand même en 2e année de BTS. Donc ça veut dire que même les métiers de l'industrie, on peut quand même faire, il y a quand même de la poursuite d'études derrière. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de continuer au maximum. Et alors toi, après ton BTS, est-ce que tu as un chemin que tu vois se dessiner ou c'est encore pas tout à fait clair? Je suis encore hésitant entre une école d'ingénieur ou alors poursuivre ma licence. Alors nous, on en a de très bonnes, hein, entre parenthèses, hein. Mais pourquoi pas, absolument. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, de pouvoir continuer dans cette trajectoire et de mettre en pratique finalement toutes les compétences que tu as pu acquérir dans ta formation et puis à travers la société que tu développes. Merci beaucoup, Antonin. Et on va passer à notre dernière invitée, donc Charlotte Defontaine. Donc une autre femme dans l'industrie. Bravo, Charlotte. Alors, toi aussi, présente-toi et dis-nous un petit peu, parce que tu es aussi ancienne élève du lycée. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Defontaine, je suis ancienne élève au lycée Saint-Joseph à Saint-Martin-Boulogne et je suis actuellement en CDD chez Asimfram à Rinxan. Donc je suis en bureau d'études, donc modélisation 3D, et en ce moment je fais tout ce qui est gabarit de soudure pour les soudeurs. Alors, est-ce que toi, c'était naturel aussi d'arriver dans une formation technique ou tu y arrivais, je dirais pas parce que tu as vu de la lumière, mais voilà, c'est quoi tes motivations pour arriver dans une filière technique? Alors au départ, sortie de 3e, je voulais partir en vétérinaire, école de vétérinaire. Et au final, j'ai dit non, les études sont trop longues. Ouais, c'est long. Et c'est pas pour moi. Après, j'ai fait une première STI 2D avec Monsieur Maison. Donc c'était le Covid, donc c'était compliqué. Mois de mars, on a arrêté. On a suivi les cours, mais c'était compliqué quand même. En terminale, on était en demi-distanciel, demi-école. Donc après, j'ai dit non, j'arrête. C'est pas très intéressant. Et puis 15 jours avant la rentrée, j'étais partie en commerce. Et 15 jours avant la rentrée, j'ai dit non, je vais faire BTS RSA dans la continuité. Ça s'est joué à 15 jours. Dans la continuité. Et puis au final, j'ai adoré la modélisation 3D. Donc j'ai continué. Et est-ce que toi aussi, tu as participé finalement? Non, à cause du Covid, tu es passé aussi... Moi, j'étais sur le projet du chalutier en terminale. D'accord. Et comme il y avait le Covid, tout ça, le projet, il n'a pas abouti totalement. Et alors, là, actuellement, tu es dessinatrice CAO. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ce qui est modélisation? Qu'est-ce que finalement... pourquoi ça te plaît d'ailleurs? On ne fait jamais pareil. Ça, c'est déjà une bonne raison. Il n'y a pas de routine, du coup? Oui, non. La seule routine, c'est d'être assis derrière un bureau. C'est tout. C'est sûr. Mais sinon, non, il n'y a pas de routine. Il y a toujours une broutille ou toujours quelque chose. Donc, tu aimes concevoir ces objets donc la CAO, c'est la conception assistée par ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui te passionne. Et qu'est-ce que tu envisages? Donc là, tu es en poste, mais qu'est-ce que tu envisages et où tu te projettes aussi dans 5 ans par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu aimerais peut-être élargir aussi dans ton champ de compétences? Pour l'instant, ce que je fais, ça me plaît vraiment. Okay. Pour l'instant, je reste là où... Tu es encore en apprentissage dans ton poste. Ouais. Je préfère apprendre énormément de choses avant d'évoluer pour pas tomber.
Et puis, donc du coup, dans ton nouveau poste et dans ton entreprise, il y a combien de femmes, hein? On va dire sur des postes vraiment comme toi, pas des postes, on va dire, en fonction support, mais vraiment industriels. Vous êtes nombreuses ou tu es une des rares? On est 4, il me semble. D'accord, À la chaudronnerie, on est 4. Après, d'accord. l'atelier en face, je pourrais pas vous dire. Donc les femmes sont encore... Ouais, il y en a pas beaucoup. Dans ouais. les bureaux, beaucoup, mais Ah oui, forcément. ouais. Et alors, qu'est-ce que tu dirais là aux jeunes filles qui se disent, oh là là, qu'est-ce que je vais faire dans un atelier, qu'est-ce que je vais faire en production? Pourquoi c'est intéressant d'y être finalement? Ouais, faut pas hésiter. Enfin, Ouais. faut pas avoir peur d'être dans un monde masculin. Je suis dans un monde masculin depuis la première et Ah oui. moi, ça m'a jamais choqué. Enfin, il n'y a jamais rien eu de. Donc, faut pas hésiter du tout à se lancer. Donc voilà, et puis ce que tu fais, c'est passionnant, Ouais, j'imagine. j'aime bien. Donc c'est dommage de se priver de carrières passionnantes Ouais, voilà. juste parce qu'on a quelques a priori ou stéréotypes sur un secteur donné. Ouais, c'est ça. Faut pas. Bon, eh bien, on va retenir ce message. Merci à tous. Donc c'est le moment de passer à notre petite séquence orientation. Donc si voilà, on veut bien juste passer voilà les quelques. Alors c'est normalement voilà l'ONICEP qui les présente, mais voilà pour cause de problèmes d'agenda, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir faire intervenir une conseillère de l'ONICEP comme c'est le cas sur chacun de nos webinaires. Donc voilà un petit peu quelques planches que une de nos conseillères, donc Hélène Boucher pour la cité, nous a préparées pour vous donner là juste quelques pistes pour pouvoir intégrer plus facilement, en tout cas les différents métiers de l'industrie. Hein. Vous voyez effectivement, vous avez des métiers qui sont de niveau, enfin sur tous les niveaux de qualification, hein, de toute manière, que ce soit sur le niveau technicien, technicienne ou bien ingénieur. Au niveau de la maintenance, support 3D, automatisme, informatique, enfin, vous avez pléthore de filières qui vous y conduisent dans des secteurs alors extrêmement larges, hein, puisque vous avez, vous avez plus d'une trentaine de filières industrielles. Hein, donc là, elle vous en a mis vraiment quelques-unes, histoire de vous donner un petit peu tous les champs. Mais sachez qu'effectivement, l'industrie, c'est plein de secteurs, c'est plein de métiers. Donc, il faut être curieux, curieuse de trouver par rapport à votre propre centre d'intérêt la filière vers laquelle vous pourrez, en tout cas, là aussi, vous épanouir. Donc, voilà, donc tous les niveaux y sont. Autre slide peut-être. Voilà, donc pareil, alors le focus sur les métiers de l'impression 3D, donc ça va aussi du CAP jusqu'au Bac+5, hein, avec là aussi toute une palette de formations qui vous sont proposées sur toute la France et dans pas mal d'établissements. Ce sont aussi des formations que vous pouvez faire aussi bien en formation initiale, aussi par alternance, mais aussi dans le cadre de la formation continue. Hein, on l'a vu avec Delphine. À tout âge, on peut se reconvertir et se diriger vers les métiers de l'industrie. Donc, n'hésitez pas. Sur le champ de la formation continue, vous avez tout ce qui est dispositif lié au compte personnel de formation, hein, le CPF, que vous pouvez mobiliser personnellement, soit tout seul, soit en accord avec votre employeur, pour changer de métier ou vous perfectionner dans votre métier si vous le souhaitez également. Sachez aussi que pour ceux qui sont en réflexion, en tout cas sur un autre avenir professionnel et pourquoi pas dans l'industrie, vous pouvez aussi mobiliser le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, qui est disponible là aussi sur tout le territoire. Donc n'hésitez pas à prendre des conseils pour faciliter une reconversion, une réorientation si besoin. La mobilité internationale aussi. Autre slide. Voilà, donc là, elle vous a en tout cas mis un schéma qui montre bien que finalement, il n'y a pas de trajectoire donnée initiale. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'ensemble de nos invités, hein, par rapport à leur métier actuel.
et souvent par rapport à leur première formation, eh bien parfois on peut se trouver à l'opposé. Donc on a le droit, heureusement, alors je dirais pas à l'erreur, parce que l'erreur c'est toujours connoté un petit peu négativement, mais voilà, on a le droit effectivement, hein, quand on est au lycée, d'avoir des premiers centres d'intérêt qui, au fur et à mesure de sa maturité, eh bien, évoluent, et de se recentrer vers d'autres parcours, d'autres trajectoires. Donc là aussi, hein, avec voilà, toutes les fléchages qu'elle vous a indiqués, eh bien, on a le droit de pouvoir essayer pas mal de trajectoires, de se réorienter jusqu'à temps de trouver voilà, son métier idéal. Autre et dernière slide, voilà. Et pour compléter un petit peu toutes ces brèves informations, eh bien, sachez que vous pouvez vous rendre sur le site de l'ONICEP avec des rubriques différentes pour trouver toutes les réponses à vos besoins en information concernant eh bien, voilà, les filières à choisir, les lieux aussi où peut-être se déploient des filières que vous envisagez. Voilà, il y a plein de choses qui existent pour peu qu'on s'y intéresse, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner et à voir voilà, ce qui vous intéresse au mieux. Alors, donc, mais écoutez, on n'a pas de questions, hein. En tout cas, il y en avait une auquel j'ai déjà répondu pendant le webinaire. Par contre, moi, j'en aurais également une ou deux quand même à vous poser. Déjà, Arnaud, est-ce que tu es en situation de recrutement en ce moment? Bon. Ah oui, le micro. Merci Thierry. Merci. Actuellement, là, à l'instant T, on n'est pas en situation Ok. de recrutement. Comme je le disais avant tout, on est en train effectivement d'essayer de consolider l'équipe. Et ça passe par trouver effectivement les talents de chacun. Voilà. Ça. Et de mettre effectivement les gens qu'on a aux bonnes places et essayer de Les leur faire accompagner. faire voilà, ce vers quoi ils semblent être attirés. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, c'est très fluctuant, hein. On a beaucoup de mal à effectivement conserver les gens. Il y a aussi des erreurs de casting parfois. Ça arrive. Tu parlais du droit à l'erreur, Ah oui. ça en fait partie. Donc effectivement, on est quand même très sincèrement tout le temps, je dirais en veille. C'est clair. Veille de profil. Ouais. Voilà. Très bien. Et j'aurais une question également pour Michael. Alors, on parlait là, avec Arnaud de la problématique de recrutement. Est-ce que sur ce territoire des Hauts-de-France, vous sentez, vous aussi, comme le reste de la France, que quel que soit d'ailleurs le type de secteur ou de taille d'entreprise, il y a véritablement en ce moment des tensions sur le marché de l'emploi, et comment vous, à votre niveau, eh bien, vous essayez un petit peu, alors je ne dirais pas de faire pompier, hein, mais d'essayer d'apaiser un petit peu ces tensions pour faire en sorte que chacune de vos entreprises adhérentes puisse souffler un petit peu. Alors c'est les tensions de recrutement, c'est 95% des entreprises que je rencontre. C'est clair. Voilà, et dans tous les secteurs, même dans l'administration, dans l'associatif, autre. Enfin, toutes les entreprises ont des soucis de recrutement. Il y a des métiers très spécifiques, hein, le fameux technicien de maintenance qui est introuvable. C'est les commerciaux, technico-commerciaux, c'est assez compliqué également. Après, on est sur des territoires qui sont très attractifs, hein. Sur Arras, on est quasiment en plein emploi. Sur Béthune, c'est un territoire qui vit aussi énormément. Sur Lens, il y a eu tout un tas de problématiques, mais ça revit aussi très bien. Donc on peut que se féliciter sur ces points-là. Mais c'est vrai que aller trouver en fait les candidats, ça implique pour les entreprises de se re-questionner sur leur manière de recruter, ce pourquoi elles ne sont pas forcément formées. Donc nous, à notre rôle, on met en avant des sujets pour les accompagner sur le sujet de l'inclusion, sur l'apprentissage, voilà, pour les sensibiliser et puis jouer l'intermédiaire avec les différents partenaires, tout l'écosystème, Pôle emploi, j'étais ce matin avec Cap Emploi par exemple, pour
échanger avec eux sur comment on peut porter à connaissance et continuer à sensibiliser et puis à faire connaître les dispositifs qui existent, parce qu'il y a tout un tas de trucs, tout un tas de dispositifs qui existent, mais encore... Les porter à la connaissance des publics. Voilà, donc on a les grosses entreprises qui, eux, sont équipées, ont les moyens, les ressources, en fait, mais la TPE, PME, le dirigeant, il a plein de casquettes, dont celle, pour certains, de ressources humaines, et donc il ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Donc on est là, on leur dit essayez d'avoir le réflexe MEDEF. J'aurai probablement pas la réponse, mais moi, mon boulot, il va être d'aller chercher la personne qui l'aura. Ouais. Je crois beaucoup, en fait, et donc, Arnaud, quand il dit qu'il fait 75% de son activité ici sur le secteur, moi, c'est ce que je pousse, je suis chauvin. Et donc, je crois beaucoup en fait au partage de bonnes pratiques et à se connaître, parce que voilà, ici, on est dans une zone d'activité, il y a une vingtaine d'entreprises. Ouais. Il y a peut-être qu'en faisant un pas de côté sur un autre secteur, même si l'entreprise n'est pas dans le même secteur professionnel, il y a peut-être des tips, des choses en fait qu'on pourrait appliquer. Actionner, oui, tout à fait. Et dernière question pour Thierry. Alors, ah oui, vous êtes équipé là. Alors, quid des 24 heures de Saint-Jean 2024? La date, tout ça. Alors, oui, donc 24 et 25 mai 2004. Voilà, à noter alors. Je dirais le thème de cette édition, il colle exactement au métier dont on parle. En fait, pendant les 24 heures, on va monter au fond du circuit une mini-unité de production d'usinage avec des machines numériques et traditionnelles. Et le défi, ça va être d'une part de montrer ces métiers au public qui est nombreux et qui vient nous voir, et d'autre part de réussir à fabriquer pendant 24 heures la nouvelle voiture des 24 heures, puisqu'il y a un nouvelle voiture qui a été dessinée. Mettez la barre chaque fois plus haut là. Une nouvelle voiture qui a été dessinée par mes anciens élèves, parce que tous les ans, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on réalise une équipe d'anciens élèves. D'accord. Qui s'appelle la Team TM, Thierry Maison. Enfin, le plus âgé a 36 ans. Oui. Il était là au tout début. Et en fait, eux, de leur côté, donc, tous les ans, ils font la course, tous les ans, ils amènent des idées, des innovations. Et comme ils sont tous dans le domaine industriel, dans des entreprises complètement différentes, ils nous font aussi, nous, progresser et découvrir toutes les innovations qu'on peut trouver dans les entreprises. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Donc, on a retenu 25 mai 2024. Bon, il faudra que vous postiez on compte sur vous, des petites vidéos pour nous montrer cette petite usine. Du coup, oui, c'est... ça, ce sera intéressant. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie toutes et tous vraiment pour votre participation, vos interventions qui auront, j'imagine, inspiré tous ceux et celles qui nous regardent. Je vous ai aussi donc posté le lien vers le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, qui sera finalement un très bon complément avec tout ce qui vient d'être dit, puisque là vous verrez finalement toute la chaîne de valeur simplement reproduite dans ce parcours découverte du MOOC. Donc les inscriptions commencent aujourd'hui sur la plateforme FunMOOC. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Vous dire également avant qu'on se quitte qu'il y aura un replay de cette émission qui sera à disposition entre 24 et 48 heures, que vous recevrez automatiquement sur vos mails. Et puis, que voulais-je vous dire également? Eh bien, que le mois prochain, le 25 octobre précisément, eh bien, nous serons sur un autre territoire, dans le Loiret précisément, à Ferrières en Gâtinais. Alors là, on va changer de taille d'entreprise, puisque de la TPE, on va passer à l'ETI. Donc une belle ETI française qui, là aussi, nous montrera la diversité un petit peu de ces métiers. Et ce sera aussi donc l'occasion de pouvoir découvrir d'autres parcours et d'autres expériences professionnelles. Voilà, n'hésitez pas sinon à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur LinkedIn avec le groupe Ose les métiers de l'industrie du futur. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions sur finalement ce qui s'est dit dans cette émission. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On vous répondra dans la foulée.
Voilà, bah écoutez, j'en ai tout dit. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle après-midi encore et rendez-vous, n'oubliez pas, le 25 octobre prochain chez Redex Group. Merci beaucoup. Au revoir.